Est-ce que vous vous souvenez de ce moment? Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors peut-être de celui-ci. Et moi, ma veste, elle est immaculée. Voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens. Ou encore de celui-là. L'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Oui, ces vidéos datent un peu, mais elles résonnent plus que jamais depuis le procès de Marine Le Pen, condamnée en novembre 2024 pour détournement de fonds publics. Et cette décision a été une véritable bombe politique, puisque celle qui a longtemps été en tête des sondages pour 2027 a été condamnée. L'inéligibilité avec exécution provisoire pourrait ainsi l'empêcher d'accéder à la place qu'elle convoite tant, celle de présidente de la République. Mais c'est ma mort politique qui est réclamée. Dans cette vidéo, on va revenir en détail sur toute cette affaire, depuis les débuts de l'enquête jusqu'au procès en appel qui commence le 13 janvier 2026 en énonçant que les faits. Et il est essentiel de revenir sur le parcours de Marine Le Pen, car si beaucoup la connaissent comme candidate à la présidentielle, elle est bien plus que ça, et son rôle au sein du Front National puis du Rassemblement National a façonné le contexte qui a mené à ce procès historique. Marine Le Pen entre en politique à la fin des années 1980, d'abord dans l'ombre de son père, Jean-Marie Le Pen. Et en 1989, à 21 ans, elle figure en dernière position sur une liste du Front National au municipal de Saint-Cloud. Alors, vous l'avez bien compris, Marine Le Pen commence tout en bas de l'échelle, loin des caméras, loin des projecteurs, mais ça ne va pas durer très longtemps. Elle choisit rapidement de se consacrer à sa formation professionnelle. Jusqu'au début des années 1990, Marine Le Pen devient avocate. Elle exerce ce métier pendant près de 8 ans, mais même durant cette période, elle conserve un pied dans la vie politique. En 1993, elle se présente aux élections législatives sous l'étiquette du Front National, sans succès. Et c'est en 1998 qu'elle quitte définitivement le barreau et s'investit pleinement dans l'appareil du parti. C'est donc ici que tout commence vraiment. Elle rejoint alors le service juridique du Front National qu'elle va rapidement diriger. Et ce poste, il est stratégique. Il ne s'agit pas seulement de défendre le parti devant les tribunaux, mais aussi de structurer son fonctionnement, de veiller à la conformité des contrats et de gérer des dossiers sensibles, notamment financiers. Et le tournant médiatique pour Marine Le Pen intervient en 2002, lorsque son père accède au second tour de l'élection présidentielle. Qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques étaient malhonnêtes? C'est vous. Et c'est vous. Moi. Parce que, mais oui, bien sûr, votre Moi. parti. Mais qui ton elle est parti. celle-là? Qu'est-ce que À partir de ce moment, son rôle interne change de dimension. Elle n'est plus seulement une porte-parole, elle participe à la gestion politique et administrative du FN, et c'est ça le début d'un vrai rôle de stratège. Elle devient l'architecte de son parti et pas seulement sa voix. Et après avoir échoué aux élections législatives, Marine Le Pen accède en 2004 à la fonction de députée européenne. Et c'est la première fois qu'elle est élue. Son entrée au Parlement est un moment donc décisif dans sa carrière, puisqu'elle restera députée européenne pendant 13 ans jusqu'en juin 2017. Et c'est précisément dans ce contexte, celui d'un parti en croissance, très dépendant des financements européens, que se mettent en place des pratiques qui, quelques années plus tard, attireront l'attention du Parlement européen, puis de la justice française. Voilà, le contexte est posé, reste à comprendre ce qui s'est passé pendant ces nombreuses années au Parlement européen. Marine Le Pen gère à cette époque le service juridique du FN et son mandat européen. C'est pourquoi ses missions sont très diversifiées, puisqu'il faut le rappeler, à ce moment-là, le Front National ne compte pas encore beaucoup de membres. Autant d'éléments qui, à l'époque, passent largement inaperçus du grand public. En 2011, elle prend la tête du Front National, tout en conservant son mandat européen. Alors, comme vous l'avez compris, la carrière politique de Marine Le Pen au Parlement européen a commencé il y a déjà plusieurs années. Mais c'est en 2014, soit 10 ans après sa première élection, que les projecteurs se tournent sur elle, mais pour une toute autre raison. Des soupçons sur l'utilisation des fonds européens et le rôle de ses assistants parlementaires. C'est le moment où le parcours politique se transforme en affaire judiciaire et où les règles du Parlement européen deviennent soudainement cruciales pour bien comprendre ce qui lui est reproché.
Accrochez-vous parce que c'est ici que l'affaire prend tout son poids et que les premières pièces du puzzle judiciaire se mettent en place. Le 20 janvier 2014, le Parlement européen reçoit un courrier anonyme. Ce type de signalement est courant à Bruxelles, mais celui-ci attire particulièrement l'attention. Il évoque l'existence de conflits d'intérêts, d'emplois fictifs et surtout d'un système organisé au sein du Front National impliquant des eurodéputés et leurs assistants parlementaires. Alors à ce stade, il ne s'agit pas encore d'une accusation formelle, mais d'un doute sérieux. Des fonds européens pourraient être utilisés pour financer le fonctionnement d'un parti politique national. Le Parlement européen décide alors de ne pas gérer l'affaire seul et transmet le dossier à l'Office européen de lutte antifraude. L'OLAF, c'est son petit nom, c'est un organe créé en 1999 et chargé de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne. Il enquête sur les fraudes au détriment du budget européen, sur les affaires de corruption et les fautes graves commises au sein des institutions européennes. Et c'est à partir de 2014 que l'OLAF ouvre une enquête ciblée sur les assistants parlementaires du Front National et va produire plusieurs rapports fondés sur l'analyse des contrats, les fiches de paie, les emplois du temps, les échanges de mails et les auditions de témoins, et il y aura beaucoup de pièces à étudier. Mais pour comprendre pourquoi et comment il y aurait pu avoir de la fraude, revenons sur l'argent alloué à chaque eurodéputé pour s'entourer de collaborateurs. En effet, chaque député dispose d'une enveloppe mensuelle de 23 392 € pour recruter des assistants parlementaires. Ceux-ci peuvent être soit des assistants accrédités à Bruxelles, soit des assistants locaux dans leur pays d'origine. Mais la règle est absolue et paraît plutôt évidente. Leur travail doit être exclusivement lié à l'activité parlementaire européenne. Ils ne peuvent pas, par exemple, travailler pour leur parti politique, gérer une communication nationale, organiser des campagnes électorales ou occuper des fonctions internes à un parti. Non, ils doivent aider leurs députés dans ces tâches parlementaires. Or, dans le cas du Front National, l'OLAF observe une confusion totale des rôles. Et quand, en 2015, le FN publie sur son site son nouvel organigramme, tout s'éclaircit. Ou plutôt, tout se concrétise. Une vingtaine de personnes y figurent avec des responsabilités internes importantes, alors qu'elles sont officiellement déclarés comme assistants parlementaires européens. Ils apparaissent simultanément dans les organigrammes internes du parti comme responsables de communication, chargés de logistique, cadres administratifs ou politiques du FN. Et donc il n'y a pas de confusion possible. Soit il travaillait pour l'assistant parlementaire, soit il travaillait pour le parti. Et ce dossier et cette audience nous montrent jour après jour qu'ils travaillaient effectivement pour le Front National et pas pour leur assistant, pas pour leur parlementaire. Martin Schulz, alors président du Parlement européen, décide le 9 mars 2015 d'effectuer un signalement officiel au ministère français de la Justice sur un possible détournement des fonds versés aux eurodéputés. Il estime en effet que les faits pourraient constituer des infractions pénales. Et le Front National n'a pas attendu son procès en 2024 pour réfuter ces accusations. Donc nous répondrons à l'OLAF de la manière la plus sereine qui soit. Ces petites manips politiques à quelques jours des élections, ça commence à être un peu grossier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand ça vient du président du Parlement européen, c'est particulièrement indigne. Nous allons répondre aux questions qui nous seront posées de la manière la plus simple qui soit, car nous n'avons encore une fois rien à nous reprocher dans ce domaine comme dans bien d'autres. Mais j'ai bien compris qu'en ce moment, il fallait à tout prix et avec tous les moyens possibles et imaginables tenter de nuire au Front National. Mais pour le parti, tout bascule lorsque l'OLAF publie un rapport de 28 pages, censé rester confidentiel. Le rapport détaille alors leurs contrats, leurs rémunérations et leurs fonctions. Le Parlement européen réclame alors à Marine Le Pen près de 340 000 € correspondant au salaire versé à deux assistants en particulier, Catherine Griset, sa collaboratrice, et Thierry Légier, son garde du corps. Et pour comprendre ce que signifient vraiment ces emplois fictifs, concentrons-nous sur l'un des deux cas emblématiques, celui de Thierry Légier. Marine Le Pen est en effet soupçonnée d'avoir produit, à l'automne 2011, un contrat de travail purement fictif pour Thierry Légier, garde du corps de la famille Le Pen depuis 1992 et de Marine Le Pen précisément depuis 2011. Cependant, selon l'OLAF, il existe une impossibilité matérielle entre l'activité d'assistant parlementaire et celui de garde du corps. Après un premier emploi de 4 mois en 2009, Thierry Légier a en effet signé un second contrat du 1er octobre au 31 décembre 2011. Il bénéficiait alors d'une rémunération mensuelle de 7 237 € pour un 3/4 temps,
Une somme extrêmement élevée qui a fait tiquer les enquêteurs. L'OLAF estime que ces emplois sont fictifs au sens parlementaire. Ils existent sur le papier, mais ne correspondent pas à la mission financée par l'Union européenne. Mais progressivement, l'enquête ne vise plus seulement des individus, mais un mode de fonctionnement global. Les enquêteurs estiment que pendant plus de 12 ans, le Front National aurait utilisé les fonds européens et à cette période, on compte une quinzaine d'enquêtes en cours. C'est quand même assez étonnant que pour quelqu'un qui a été assistant parlementaire de députés européens et notamment de Marine Le Pen, de 2009 à 2011, il n'y ait pas le moindre document, la moindre feuille de papier pouvant justifier d'une activité d'assistant parlementaire. C'est incompréhensible. Enfin, quand je dis c'est incompréhensible, on comprend qu'il n'avait pas d'activité d'assistant parlementaire. Et là, tout s'accélère. L'OLAF réclame plus de 300 000 € à Marine Le Pen, mais elle refuse de rembourser. Et le Parlement européen passe alors à l'étape suivante. Il engage des procédures, se constitue partie civile et transmet alors tout le dossier à la justice française. À ce stade, l'affaire n'est plus seulement politique ou administrative, elle devient une affaire pénale avec une question centrale: qui a organisé ce système et qui en a bénéficié? Et c'est désormais au parquet de Paris de reprendre le dossier. Le parquet de Paris ouvre d'abord une enquête préliminaire afin de vérifier si les soupçons de détournement de fonds européens peuvent constituer des infractions prévues par le droit pénal français. Les investigations sont confiées à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, un service spécialisé chargé des affaires financières complexes. Les enquêteurs commencent par analyser les contrats des assistants parlementaires, les flux financiers, les emplois du temps déclarés. Ils font globalement la même chose que l'OLAF. Et très rapidement, les magistrats s'aperçoivent aussi que les faits s'inscrivent dans la durée. Le 15 décembre 2016, le parquet de Paris décide de franchir une nouvelle étape. Une information judiciaire est ouverte pour abus de confiance, recel d'abus de confiance, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, ainsi que travail dissimulé. 2 juges d'instruction du pôle financier sont alors saisis du dossier. L'affaire change encore d'échelle car elle vise désormais à établir les responsabilités individuelles et collectives au sein du parti. En 2017, les premières mises en examen tombent et l'affaire se concrétise pour le grand public. Imaginons que vous soyez mise en examen, est-ce que vous démissionnez? C'est sûrement pas. C'est très probable votre mise en examen. Bien sûr, mais sûrement pas. Sûrement pas. Sûrement pas. Bon. Je suis Est-ce absolument que totalement vous ferez innocente. jouer- Protégée par son immunité parlementaire, elle annonce qu'elle ne se rendra à aucune convocation policière ou judiciaire avant les élections législatives de juin 2017. Et c'est à ce moment-là, il faut s'en souvenir, qu'elle n'est pas encore députée à l'Assemblée nationale. Pour elle, cette élection est donc cruciale et elle va finalement la remporter. Après une demande des juges pour la levée de son immunité parlementaire le 30 juin 2017, Marine Le Pen se rend finalement au pôle financier de Paris. Elle remet un écrit au juge et choisit de ne pas répondre aux questions. À l'issue de cette audition, elle est mise en examen pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance. Marine Le Pen n'est plus seulement suspectée, elle est officiellement poursuivie. Entre 2017 et 2018, l'enquête s'élargit encore. Plusieurs eurodéputés et anciens assistants rejoignent la liste des mises en examen, dont Louis Alliot, Nicolas Bay, Bruno et Thierry Légier. Oui, Thierry Légier, celui qui était garde du corps mais payé par le Parlement européen. Vous voyez, le système se met en place, plusieurs acteurs, des rôles qui se chevauchent et un vrai casse-tête pour les juges. C'est pourquoi, en juillet 2018, ils ordonnent la saisie conservatoire de 2 millions d'euros de subventions publiques du FN, devenu Rassemblement national depuis. Selon eux, de nombreux indices montrent que le parti a organisé de manière concertée un détournement de fonds européens. La Cour d'appel ramènera ensuite la saisie à 1 million sans remettre en cause le principe. C'est la première mesure spectaculaire qui frappe le parti. Il y a quand même une très lourde atteinte démocratique, puisque le premier parti d'opposition de France, qu'est le Rassemblement national, non seulement ne peut pas fonctionner correctement, mais ne peut même plus s'exprimer politiquement comme il devrait pouvoir le faire. Et donc nous attendons beaucoup de cette décision, évidemment, parce qu'elle va permettre de mesurer le niveau de la démocratie dans notre pays. En octobre 2018, la qualification pénale des faits reprochés à Marine Le Pen est alourdie. L'abus de confiance est requalifié en détournement de fonds publics, une infraction plus sévèrement punie. L'instruction se poursuit pendant plusieurs années. Les juges évaluent précisément le préjudice subi par le Parlement européen. Celui-ci est progressivement réévalué à environ 5 millions d'euros pour la période comprise entre 2012 et 2017. On va maintenant faire un grand saut en avant,
puisque 5 ans plus tard, en septembre 2023, le parquet de Paris annonce que 27 personnes seront jugées devant le tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics et complicité. Après 8 années d'enquête, le dossier est officiellement prêt à être jugé. Le procès s'annonce long, complexe et hautement symbolique car il doit désormais répondre à une question centrale. Le système décrit par les enquêteurs relevait-il d'une pratique politique tolérée ou d'un détournement organisé de fonds publics européens? Le procès s'ouvre le lundi 30 septembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Paris et s'achève le 27 novembre. Pendant près de 2 mois, les audiences s'enchaînent. Marine Le Pen est présente chaque jour et dénonce une procédure qu'elle juge politique. J'ai dit que c'était un procès qui était fait par des politiques à des politiques, voire à la politique. À l'issue du procès, le tribunal rend son jugement. Marine Le Pen et 8 anciens députés européens sont condamnés pour détournement de fonds publics. 12 assistants parlementaires sont condamnés pour recel et 3 autres prévenus pour complicité. Marine Le Pen annonce immédiatement qu'elle fait appel, ce qui est un droit fondamental dans un état de droit. L'appel annule le jugement de première instance et rétablit donc la présomption d'innocence. Une volonté du parquet qui est celle en réalité de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. En fait, c'est ça, l'objectif c'est ça. On sent bien que tout ça avait peu d'intérêt pour le parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti. Pour rappel, le parquet a requis contre elle 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, ainsi que 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est-à-dire que l'inéligibilité commence directement. Et c'est là que tout se joue. Si vous avez entendu que Marine Le Pen pourrait ne pas se présenter à la présidentielle, c'est exact. Sauf si la décision est allégée en appel. Pour comprendre cette décision, il faut revenir sur la position du parquet. Selon les procureurs, l'exécution provisoire se justifie par la durée des faits, qui s'étendent sur plus de 12 ans. Ils estiment aussi que la justice ne peut pas s'adapter aux calendriers électoraux et que sans cette exécution provisoire, Marine Le Pen pourrait se présenter à la présidentielle de 2027, malgré la condamnation. Le message est clair pour les juges, la loi prime sur le calendrier politique, même lorsqu'il s'agit d'une candidate en tête des sondages. La défense soutient au contraire qu'une exécution provisoire créerait un dommage irréparable si Marine Le Pen était finalement relaxée en appel, en l'empêchant de participer à une élection majeure. Il y a une forme de criminalisation de la défense que je trouve, pour ma part, extrêmement scandaleuse. Le Rassemblement national accuse alors la justice de s'immiscer en politique et de vouloir freiner certains responsables, et quelles que soient les suites de l'appel prévu du 13 janvier au 12 février 2026, ce procès clôt une longue enquête née à Bruxelles et soulève un enjeu central pour la démocratie: comment assurer la transparence et la responsabilité des élus tout en maintenant la confiance des citoyens dans leurs institutions judiciaires.